à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche, de près ou de très loin, au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Bonjour Benoît. Salut Joe. On parle de très longue distance aujourd'hui. Très longue distance. Très longue. Ma plus longue distance à vie, celle qu'on a faite ensemble en avril, au début de l'été. Dans le vent et dans le froid. Ouais, où je n'étais clairement pas prêt. Et où toi, t'étais né prêt. Donc, pour des distances comme ça, je suis toujours prêt. Il y a pas on de a souci. fait 207 km. Là, ça, c'est parce que ça inclut le retour à l'auto après, au stationnement. Ben oui, l'arrivée n'était pas au même endroit que le départ. Non. Quelques kilomètres décalés. Mais donc, c'était avec le club des randonneurs du Québec. Voilà, qui est un chapitre... ça s'appelle pas partout pareil dans le monde, mais en gros, des randonneurs, c'est un terme très, très vieux, qui font des brevets. Puis ça vient du club Audax parisien. Et tout ce monde-là, à travers, au Québec, mais à travers le monde, se pratique possiblement dans l'optique, donc des longues distances de plus en plus longues, dans l'optique de faire le Paris-Brest. C'est comme le Graal un petit peu de cette discipline, si on peut dire. Exactement. Puis là, pour un article pour Vélo Mag, je roule avec des clubs quelques fois dans l'année. Et là, eux m'avaient invité. Mais même l'année dernière, c'était quelque chose qui me tentait, de m'essayer pour une plus longue distance. Quand tu te préparais pour le Log Driver, ça y est, on a encore parlé du Log Driver dans un épisode. Mais c'est dans la même optique. Et eux, leur plus petite distance officielle, OK, parce qu'il y en a quelques-unes dans la saison qui... pour être un peu plus inclusif, là, ils vont faire un 130 qui est vraiment minuscule pour eux. Mais donc, le brevet le plus petit, c'est 200 km. Et après ça, plus la saison avance, c'est-à-dire mi-mai probablement, ils passent à 400, 600, 800, ils ont du 1000. Ils ont fait 1000. Ouais. Puis le Paris-Brest, comme je mentionnais, Paris-Brest-Paris, c'est l'aller-retour, c'est un 1200 qui se fait une fois à chaque 4 ans. Donc, dans le fond, tu peux te pratiquer chez toi pendant longtemps avant d'avoir ton invitation officielle ou de t'inscrire pour ça. Ça existe depuis 1891. Hey, je sais, 1891, le Paris-Brest-Paris, c'est plus vieux que le Tour de France. Je ne sais même pas s'il y a une course. En fait, c'est même pas une course. C'est pas une course. C'est un événement cycliste, probablement le plus vieux du monde, sinon dans les premiers. Hein? Puis 1891, il n'y avait pas de dérailleur et les pneus les pneus de vélo en caoutchouc avaient été inventés 3 ans avant. 1888 par l'Écossais Dunlop. Donc, j'espère que tout le monde avait eu le mémo qu'il fallait qu'ils mettent ça sur leur vélo parce que sinon, l'arrête de 1200... Puis il n'y avait même pas de chambre à air en TPU? Non. Ça doit être lourd, Mais là, moi, j'ai fait 207. Tu as l'invitation pour faire le 200 avec le Club des randonneurs. Exactement, pour Québec. écrire un article qu'on peut lire d'ailleurs dans le Vélo Mag. Et toi, tu me dis, je vais aller faire ça. Fait que tu viens avec moi. Et là, ça part. Déjà là, ça part à 7 heures le matin. Le départ, là, on commence à pédaler à 7 heures. Et vu que c'est en avril, il fait déjà très froid. Là, moi, j'avais tellement peur d'avoir froid que j'avais apporté beaucoup de vêtements. J'avais plusieurs sacs sur mon vélo. Il faut dire que je n'avais pas mon gros vélo, mon Blackboro, mon Party Wagon pour transporter tout. Là. Fait que Jonathan devait être autonome. Écoute, j'avais des noix, du chocolat, des jujubes. Ça, c'était dans mon sac en avant. Mais sinon, j'avais des couvre-chaussures. Puis je pense que j'avais 2 paires de bas en dessous. Puis là, il n'y avait pas comme risque peut-être pluie ou je ne sais pas quoi. En tout cas, j'avais un manteau. C'était pas ensoleillé. J'étais vraiment, vraiment habillé. Puis au courant de la journée, là, ça se réchauffe. Fait que là, j'avais mes sacs qui étaient rendus très, très, très pleins de stock. Mais le problème, c'est que... comment ça se passe, là? Un brevet, c'est qu'à peu importe la distance, à chaque 50 km, tu fais étamper ton carnet. Bon, tu as un passeport, un passeport. Tu n'es plus obligé de faire ça, mais encore par tradition, pour avoir un temps officiel. Tu as des lieux, souvent ça va être des dépanneurs, où tu rentres puis tu fais tu as une signature. En fait, je pense que c'est une signature sur ton carnet. Donc, à 50, 100, 150, tout ça.
Là, tu as le temps à peu près de te nourrir. Puis, oui, il faut prendre le temps. L'esprit n'est vraiment pas à la compétition non plus. Je pense que non, c'est pas. Mais. En fait, il y en a qui ont fait ça super rapidement et on ne les a pas vus de la journée. Non. Donc, mais c'est quand même un sport individuel. C'est pas comme un club où tout le monde part ensemble, tout le monde finit ensemble. Il y a des épreuves pour ça, je pense. Comme le brevet auquel on a participé, on a fini par rouler avec d'autres gens, puis on a parlé avec des gens, souvent les mêmes pendant la journée, mais c'était pas une sortie où est-ce que les gens se forçaient pour, entre parenthèses, dropper les autres, là, pour larguer. Mais il y avait beaucoup de vent cette journée-là, parce que début de saison. T'en as eu du vent, toi? Ben, moi, j'en ai pas coupé le tuerie parce que j'ai pas coupé une seconde de vent dans la journée, là, j'y arriverai. Mais il y avait quand même beaucoup de vent. Maintenant, c'était quoi? 25-30 km/h à peu près. Mais vu que les céréales n'étaient pas poussées, les champs, topographie plate. Et on partait de Saint-Lambert. Et on va vers le sud, de Montréal. Hemingford. On est allé après ça vers l'ouest. Moi, je regardais mon GPS puis le cul de la personne en avant. Je ne sais même pas où on est allé. Mais en vers gros, Saint-Bernard-de-la-Colle. On est passé proche. On est allé vers l'ouest. Il y a un... On a fait le col de Covey Hill. Oui, une brasserie Livingstone. Et là, on revient en triangle vers Saint-Lambert, vers le nord. Mais surtout, le retour, on avait vraiment un vent comme ça. Je te confirme que tout le long, on l'avait d'en face, le vent. Oui, c'est vrai que... On tournait dans une direction, tu dis « Ah, yes, finalement, on va l'avoir de côté. » Et non. Donc, ces gens-là, le club, il y a 19-20 sorties à peu près dans la saison. Ils font à chaque fin de semaine des 200, des 400, des 600, puis c'est vraiment un truc de mental. Ben... Ça dépend qu'est-ce qu'on ajoute avant. Tu vas dire un truc psychologique. Okay? C'est ce que je voulais dire. Parce que les gens me disaient, une fois que tu as fait un 600, un 200, c'est plus rien. Puis on dirait que c'est quand même vrai. Une fois, j'ai fait le 200, j'ai trouvé que c'était très long. C'était difficile, mais tu sais, c'était pas... C'est plus long, on dirait que vraiment... Le terrain, il est pour quelque chose. Tu sais, l'endroit, le parcours qu'on a fait en début de saison comme ça, c'est sur la rive sud de Montréal. Je pense que pour eux, c'est un classique. Là. Ouais. Ce type de parcours-là, ben, les gens peut-être qui habitent à Montréal, on est des gens de la campagne, nous, ici, au microphone. Puis, donc, c'est un parcours qui est vraiment dans les champs. Il est extrêmement exposé. C'est plat, à peu près aucun dénivelé, à part la fameuse côte de Covey Hill qui est... Pour un gars des Laurentides, là, c'est la bosse que tu fais pour retourner de l'épicerie. Là. Ouais. Puis, donc, ça, je crois que ça ajoute à la difficulté. Que ce soit aussi plat que ça et exposé dans le vent, c'est difficile parce que ta position est tout le temps pareille. Ça peut paraître plus long et encore plus difficile mentalement. Oui, mais donc, je voulais dire que le 200, une fois que tu fais 200, après ça, j'ai fait une autre fin de semaine un peu plus tard où je pense j'avais, je sais plus, c'était comme 130, 140, mais ça m'apparaissait dérisoire. Puis eux qui font 400, 600, ils m'ont partagé que 600, c'était plus facile selon eux que 400. Puis c'est pas des sportifs surtout olympiques. Quand tu pognes les hallucinations en milieu de parcours, là, ça rend ça pas mal plus facile. C'est que c'est tout le temps, quand tu pars puis que tu sais que tu as 200, quand tu finis ton 200, t'es mort. Mais quand tu pars puis que tu sais que tu as 600, tu donnes pas tout pour que quand tu finis ton 200, tu sois mort. Dans tous les cas, là, toutes les distances, tu as une moyenne à maintenir. Et cette moyenne-là n'arrête jamais. Mais ta moyenne n'est pas exactement la même. Comme le 200, c'était quoi? C'est 12 heures? C'était 10 heures? C'était quoi je pense le temps? Que c'est 13 heures. Fait que ça donne une moyenne de peut-être 13-14 km/h. Ça incluant les arrêts, évidemment. Mais oui, c'est ça, exactement. Donc, le 400, ta moyenne, tu dors pas. Puis ton 400, ça va te prendre pratiquement une journée complète. Donc, tu roules pendant la nuit, mais tu dors pas et ton temps n'arrête jamais. Ton 600, il te donne un petit peu de temps là-dedans là, pour dormir. Fait que ta moyenne est légèrement plus basse, mais tu dormiras pas beaucoup. Mais je sais pas si c'est mentalement, quand c'est une si longue distance, puis le retour de la journée, au moins tu finis pas dans le milieu de la nuit. Peut-être qu'il y a ça. Ouais, ça dépend à quelle heure tu pars aussi. Qui embarque. Mais ouais, puis après ça, ils ont des distances de nuit, ils ont des trucs, mais
quand ils partent pour des 1000 ou même le 1200, là, c'est des trucs de 80-85 heures là, qu'il faut, en moyenne, qu'ils font. C'est 3-4 journées complètes. Oui, incluant, donc, même si tu dors dans ta couverte d'aluminium, là, tout ça, là, les gens, quand ils font le Paris-Brest-Paris, ils vont dormir sur le bord de la route ou bien dans des espèces de gymnases préparés pour ça. Là, tu rentres, tu te mets un masque, tu te mets des bouchons, puis tu essaies de dormir. Ça me donne le goût. Je ne sais pas combien de temps, mais puis pour eux, qui sont dans le club, c'est comme, tu regardes, c'est du monde normal. Tu sais, dans le sens qu'il y a de tous les âges, mais surtout plus âgés, puis ils n'ont pas la shape d'un Olympien. C'est parce que la relève était déjà partie vers l'avant. On s'est ramassé avec la gang qui ont plus de fun plus longtemps. Oui, bien peut-être, mais dans parce le sens qu'il y en a... une gang de bons vivants, on va se le dire. Oui, mais il y en a, mais on a fini qu'une moyenne de 25, mais tu regardes les gens là-dedans, puis tu penserais pas qu'ils sont capables de maintenir une moyenne de 25 avec un maillot de vélo serré. Aussi serré. Aussi serré à la taille. C'est ça, exact. Mais vraiment, ça, c'est la force de l'expérience. Il y en a une couple là-dedans que c'est Pascal avec qui on parlait. Oui, Capitaine Audax. Capitaine Audax qui avait accumulé, il comptait même plus la centaine de fois qu'il a fait des 200 km. Lui, il vient de France. Son premier qu'il avait fait, c'était comme à 14 ans. Puis il en a fait toute sa vie. Puis là, maintenant, il dit il a mal un peu dans le dos. Fait que cette année, il fait pas des plus grands. Il fait juste des petites distances, qu'il me dit. Des 300 et des 200. Rien en haut de 300. Ça a été le fun de rouler avec lui. Il nous a expliqué un peu le concept des brevets et d'où est-ce que ça venait d'ailleurs. Ouais. Je pense que leur Saint Graal, c'est d'accumuler, ou allons-y avec le fait que Paris-Brest-Paris, c'est un petit peu le summum de 4 années, dans le fond, parce que c'est à tous les 4 ans. C'est comme le marathon de Boston, un peu, ou même à la limite de quand tu fais comme les 6 marathons les plus connus du monde, tu essaies de... Quand tu es rendu au... ton exemple de Boston, c'est un bon exemple parce que tu dois te qualifier avec des temps à des endroits qui sont reconnus. Bon, pour les brevets, ça sert à se qualifier pour pouvoir participer à Paris-Brest-Paris qui a lieu tous les 4 ans. Puis c'est ça, donc le eux, club c'est un club Audax, reconnu. Le Audax parisien, c'est eux encore qui est un club en France, puis c'est eux qui gèrent les temps de tout le monde, qui acceptent, qui disent c'est quoi les règlements ou qui acceptent Donc, techniquement, notre passeport qui aurait dû être estampé cette journée-là, signé, parce il va finir par être envoyé. On n'a même pas de preuves. Il faut recommencer, Joe. Pas le choix. On recommence. Pas ce parcours-là. Mais donc, officiellement, c'est qu'eux vont être en charge d'envoyer nos passeports au club Audax qui va l'approuver puis qui va nous permettre éventuellement de participer à Paris-Brest. Mais aujourd'hui, même sans passeport, on a un temps officiel qui est reconnu par le club. Par Strava. Oui, en fait, oui, avec des trucs comme ça, s'ils te suivent au mètre près, ils savent où tu es arrêté. Puis, je ne sais pas exactement, avec eux, si tu finis en même temps, puis ils t'ont vu tout le long. Parce qu'il y a des concepts où est-ce que, les points de contrôle, c'est ça que ça sert. C'est un point de contrôle, en fait, où est-ce qu'on arrête. Puis, il y a d'autres concepts d'événements ou d'épreuves, les flèches, entre autres. Ouais. Les flèches, c'est que c'est un minimum de 360 km que tu dois faire en équipe. Et là, tu as une certaine vitesse moyenne à respecter. Donc, je pense que c'est en au moins 24 heures pour faire 360 km. Et tu décides de ton parcours. Ah oui, Donc, il y a un point de chute, il y a un point d'arrivée. On sait qu'on se rencontre tous au parc Jacques-Cartier, peu importe. Mais là, tu peux partir d'où tu veux, par où tu veux, mais tu dois démontrer que tu as fait le 360 km et arriver avant. Et là, dans ce cas-là, c'est pas une boucle, c'est ça, la flèche avec point Ça A, peut en point être B. une. Ah oui? Ça peut en être une. Mais ça, c'était super intéressant. Les gars m'expliquaient qu'eux, ils prenaient le train. Oui, ils sont allés au Lac-Saint-Jean? Exactement ça. Puis ils revenaient vers Montréal pour faire leurs 360 km. Mais c'est donc, je mentionnais qu'il y en a 19 ou 20 dans la saison. Il y en a qui les font pratiquement c'est tous les week-ends. Oui, tous les week-ends. Exact. Puis là, c'est comme des trucs... c'est pas... Si tu penses que jouer au golf, c'est long, là... Eux, ils partent. Une journée que le soleil tape. J'ai joué une fois au golf dans ma vie. Salut Vincent. Puis j'ai joué une fois au golf dans ma vie et c'était dur et plate. Parce que tu étais au soleil, tu traînes ton sac, tu cuis sur le terrain. Faire du vélo, c'est facile. Ouais, t'as plus de vent, mais dans le sens que juste le temps que ça te prend,
Hey, le 200, là, eux, c'est comme... C'est peut-être pour ça que tu n'as pas vu beaucoup de personnes de 25 à 35 ans. Là. Ils travaillaient où il y avait des enfants. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y en avait, là, mais bon, peu. J'ai trouvé difficile la gestion de la nourriture pour une plus longue distance. Puis c'est intéressant que tu aies été là, parce qu'à un moment donné, deux mini anecdotes, mais à l'aller, moi, d'habitude, vélo de route, là, je commence à être un peu tanné / fatigué après 40 km. Là, d'ailleurs, si on prend l'exemple à nouveau de la Log Drivers, à 40 km. Je le croyais pas. Sur 800, je t'ai dit, je commence à être fatigué. Moi, je pensais qu'il blaguait. Non, mais non. À 40, on dirait, c'est comme le fun de rouler est passé. L'adrénaline n'est plus là. Puis là, j'ai dit à Katia, qui était qui est sur le CA, l'une des organisatrice qui m'avait invité. Et là, à 40, je dis, c'est long, 200. Hein, elle a dit, on est presque arrivé à la moitié de l'aller. Parce que c'était comme un aller-retour, là, plus ou moins, qu'on faisait. Je te dis, quand des longues, il faut que tu planifies, il faut que tu te divises ton itinéraire. Tu as parlé d'aspect psychologique tantôt dans ce type de choses-là, puis c'est vrai à 100%. Tu te ramasses un peu avec toi, puis tu dois te désennuyer. C'est ça, c'est savoir passer du temps avec toi-même. Ouais. Tu as des gens qui t'entourent, mais tu parleras pas pendant 12 heures de temps non plus. Des fois, t'es sur la route, t'es à la queue leu, tu ne mettras pas à crier. Il y a des moments où est-ce que tu es dans ta tête. Chacun est dans sa tête. Ouais. Quand je faisais mon tour du monde cycliste, je me remémorais beaucoup, mettons, pour me donner un petit coup de pied au derrière pour continuer à aller plus loin à chaque jour. Quand j'étais jeune, là, enfant, j'habitais à 6 km du village, donc de l'école primaire. Et je faisais ça souvent à vélo. Fait que pour moi, un 6 km, c'est un aller maison-école. Alors, quand je roulais, je me disais tout le temps, il me reste juste un aller-retour école-maison. Mais c'est des trucs mentaux pour diviser, justement, pour mieux assimiler qu'est-ce qui s'en vient, pour le gérer. Puis même, je le séparais comme quand j'avais 12 ans, là, dans le sens de, je sais qu'à kilomètre 3, je suis rendu chez mon ami Ben, ou à tel autre kilomètre, c'est chez telle autre personne. Fait que je dis, c'est crème, il n'y a rien là, tu sais, je suis capable de faire ça en courant, là, cette affaire-là. Un pas à la fois. Oui, c'est ça. C'est le secret pour ces distances-là aussi. Là. Il n'y a aucun. Puis le 200 km, moi, je le comprends, je l'ai fait souvent, ça. C'est pas, pour moi, c'était pas un exploit d'avoir fait ça cette journée-là. Mais quand même, c'est graduel. J'en ai fait plusieurs. Mais quand même, tu viens que tu développes des trucs mentaux. Comme tu disais, tu divises les distances. Le nombre de fois que tu commences à calculer, OK, je roule à telle vitesse, ça va prendre tant de temps, je fais tant de coups de pédale. Tu t'inventes plein de calculs mathématiques qui font pas vraiment de sens, mais pour te désennuyer, puis passer le temps, puis première chose, tu te rends compte, tu es rendu à la moitié de l'allée, puis tu es au dépanneur, puis c'est le temps de manger quelque chose, puis ça passe. Quand je monte une côte, que ce soit en vélo de montagne ou sur la route, je me prends un point, que ce soit un poteau électrique, une craque dans l'asphalte, puis là, je fais semblant que je me tire avec une corde vers ce point-là. Puis, c'est original. Puis j'oublie que mes jambes bougent. Ben oui, c'est là, sûr. Tu ne penses pas à tes jambes. Tu veux tromper ton cerveau. Je tire avec mes bras vers. Puis une fois que j'atteins ce point-là, je reprends, mettons, l'autre poteau plus loin ou une autre craque ou telle autre poubelle. Puis là, je me tire encore. Puis comme tu dis, là, tu es rendu en haut de la côte puis tu as juste pensé à autre chose que c'était fort. Intuitivement, je pense que je fais les mêmes genres de trucs pour passer soit la douleur quand tu es vraiment dans l'effort ou le temps quand c'est juste plate. Tu sais. Ouais, mais non, c'est ça. Mais c'est sur des longs plats. Parce que c'était un terrain ennuyant. Désolé à tous les résidents et à ceux qui aiment ce parcours-là. C'est plate. Moi, des longues lignes droites puis des champs. Là, mais le bout que j'en fait, j'étais le plus en forme, c'est la butte de Covey Hill. Ouais. Puis après ça, tu as la descente où l'asphalte était magique. Ça, c'était magnifique. Puis c'est là qu'on est allé vers des vergers un petit peu plus. On est arrêté dans une cidrerie. Des deux côtés. Ouais. Ah ouais, c'était super beau. Vraiment, mais c'est parce qu'on dirait que ce coin-là est au milieu de nulle part. Ouais. Puis pourquoi j'irais jusque-là? J'avais commencé à parler de la gestion de ma nourriture puis de 40 km. Quand tu fais pas des très, très, très grandes distances, là, je sais pas, mettons en bas de 100, j'ai pas l'impression que tu as
tellement... En tout cas, si t'es pas en mode compétitif, là, t'es pas tellement obligé de gérer ça. Ben, t'as au moins 3-4 heures de bouffe à gérer quand même. Ça se met dans un petit sac. Ouais, ça peut être 4-5 gels, ça peut être 2-3 barres tendres. Mais là, au retour, c'était pas mes jambes qui étaient fatiguées. C'était comme j'avais... En fait, comme à chaque sortie avec toi, une fatigue généralisée de mon corps, comme j'étais fatigué de partout, psychologiquement fatigué même. Puis, j'essayais de manger, j'avais mon sac Arkel Burrito. T'as essayé de manger ton sac? Non, c'est ça, non, mais j'avais le sac ouvert en avant, puis je mangeais noix, chocolat, jujube sans arrêt, puis de l'eau, puis tu m'as dit, c'est très, très important, surtout quand tu es fatigué, t'oublies peut-être de manger pendant 10 minutes, puis là, tu es encore plus fatigué. C'est encore pire. C'est quoi ton expérience c'est en course, ça, que tu faisais ça? Oui, parce que j'ai fait beaucoup de compétitions en vélo de montagne, par exemple. Quand, dans des circuits fermés, qu'on appelle que c'est plusieurs boucles, c'est facile de s'alimenter parce que tu passes à chaque tour, tu ramasses quelque chose, puis c'est réglé. Mais il y a été une époque où je faisais beaucoup des raids de vélo de montagne, des genres de compétitions marathon, ça pouvait être sur plusieurs journées consécutives. Ben, souvent, c'est des distances d'une centaine de kilomètres en vélo de montagne. C'est plusieurs heures, puis des points A à point B, mettons. Donc là, c'était important de gérer sa bouffe. Puis, moi, je me souviendrai de toute ma vie. J'ai participé au raid Pierre-Hervé la première fois en 1994 ou quelque chose comme ça, puis j'avais aucune expérience. J'avais fait du cyclotourisme un petit peu, mais d'une expérience de vélo de montagne avec des bagages, puis il fallait s'alimenter pendant la journée. C'est combien long, le raid? C'était sur 3 journées, je pense que c'était 290 km. On partait de Chicoutimi jusqu'au lac Beauport. Mais pas en vélo de montagne. En vélo de montagne, par les sentiers du parc. Wow. Là, c'était costaud pour l'époque quand même, encore aujourd'hui. Puis moi, je me souviens d'avoir bunké, là, mais d'avoir manqué d'énergie là, grave, là, plus capable d'avancer, puis de délirer complètement. Puis je me souviens qu'un gars m'avait lancé un gel énergétique. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Un gel en 88? En 94? En 94. Ça devait être un power gel là, au chocolat avec de la caféine, je sais pas quoi. Puis ça m'avait tellement recrinqué, je pense que c'était peut-être placebo, mais c'est du sucre, un concentré de sucre qui te rentre dans le corps. Puis ça m'avait fait repartir là, comme une fusée pour une demi-heure, mettons. Est-ce que tu penses qu'il y a des barres ou des gels qui ont plus un effet... que c'est même pas comme celle-là est de meilleure qualité, mais que vraiment pour toi, personnellement, pour ton corps, ça va avoir un meilleur effet? Pour avoir fait plusieurs épreuves là, d'endurance comme ça, de longue distance où est-ce que l'alimentation devient importante parce que tu veux pas que ton niveau d'énergie baisse. Toi, pendant ta journée, pendant ton 200 km, si pendant quelques minutes, tu as oublié de t'alimenter, là, ton taux de sucre sanguin, ou peut-être, je veux vulgariser ça le plus possible, là, mais tu sais que tu as une baisse d'énergie parce que tu n'as pas assez mangé avant, bien, cette baisse d'énergie-là, elle va être difficile à remonter. OK. Donc, l'idée, c'est de maintenir ton niveau d'énergie constant ou ton alimentation, ton gaz que tu as dans le corps, de maintenir ton niveau le plus constant possible. Puis ça, c'est en mangeant sur une base régulière. Puis moi, les trucs, au début, qu'est-ce que tu peux te donner comme truc, c'est de mettre une alarme à toutes les 15 minutes. Que 15 minutes, tu te forces, entre parenthèses, à boire ou à manger. Puis le 15 minutes suivant, c'est juste boire ou manger. T'sais. Mais est-ce que il y a différentes... est-ce que pour toi, tu trouvais qu'il y en avait qui marchaient mieux que d'autres? Oui, là, c'est là que je m'emmenais avec ça. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait des raids sur 7 jours, mettons, là, des compétitions à chaque jour, un mini-tour, un tour au Chili. C'était sur 7 jours. Bien, si la première journée, tu es écœuré de manger des bananes, il te reste encore 6 jours. Il faut que tu trouves un aliment que tu aimes. Si tu le prends juste pour ses qualités énergétiques, puis tu sais, peut-être que les gens ne se rappellent plus de ça, mais la Power Bar d'origine, qui était dure comme le bureau sur lequel on travaille aujourd'hui, qui goûtait pas bon, si tu le prends juste pour ses qualités nutritives, mais que tu détestes ça, je te garantis qu'après 6 heures, puis peut-être moins que ça, tu vas vouloir arrêter d'en manger, puis là, tu risques d'avoir un down. Donc, parce que tu as de la pâte dans la bouche, tu n'as pas de plaisir. Si tu n'as pas de plaisir ou si tu n'aimes pas ça, trouve quelque chose que tu aimes.
sais, si t'aimes ça, les jujubes, puis tu dois aimer ça, toutes les fois qu'on roule ensemble, t'en as un gros sac bien plein. Mais c'est une bonne affaire. Puis souvent, je t'en fais transporter, puis je te dis, hey, tu m'en redonneras quand j'en ai Puis, mais ça, tu vois, c'est un excellent truc de servir des gens qui ont plus d'expérience que toi, mettons. Ouais, ou de muscles de cuisse. Ça aide les deux, hein, couper le vent, transporter la bouffe. Ben, il faut s'en servir. Transporte qu'est-ce que tu vas aimer manger, puis ça va t'aider à le manger. Mais je veux mentionner ta performance au brevet. On est peut-être une quarantaine à participer cette journée-là, je pense. Puis là, c'est sûr qu'il y en a qui partent plus vite ou d'autres, mais ça fait une très grande ligne. Non, c'est ça, mais toi, à un moment donné, tu es en avant. Moi, je fais mes entrevues pour le magazine, puis toi, tu n'es pas si loin en avant, mais avec un groupe de quelques personnes, puis tu leur coupes donc le vent. Puis, à un moment donné, tu tournes, là, je n'étais pas là, c'est dur de dire, mais tu me diras comment ça s'est passé, mais tu tournes, puis tu dis, hey, vous me le dites, hein, si je vais pas assez vite, je vais trop vite, tout ça. Puis là, Katia, qui est en arrière de toi, me dit, je pense qu'elle a un capteur de puissance, puis tu étais comme à 280 watts. Est-ce que ça a du sens? Mais ça dépend pour elle, peut-être, là. Ouais. Mais mettons qu'il est 2 fois plus que qu'est-ce qu'elle aurait aimé pousser, puis elle était même pas première. Elle était déjà brûlée, puis en arrière, puis elle était comme... Ça, il faut t'arrêter. Puis toi, t'étais comme... Tu parlais en même temps, puis c'est bien... Mais je pense que... Est-ce que c'est difficile de ralentir ton rythme? Comment tu as vécu ça? Ça, c'est mon expérience de cette journée-là, puis c'est pas nouveau, mais oui, c'est... Pour moi, c'était pas difficile l'effort de cette journée-là. J'étais dans une zone de confort. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est difficile? Coupé le vent toute la journée à tout le monde. Je m'en viens bon en bicycle. Ils t'ont appelé. Je suis moins en moins bon, mais je m'en viens dans ce groupe-là, ils te surnomment quelque chose. Là. Et quand ils t'avaient appelé... El Tractor. Pascal, il avait dit El Tractor. Il t'avait surnommé parce que tu tirais tout le monde. C'est flatteur, là, je dirais, là, mais c'est ça. C'était pas... Pour moi, c'était pas un terrain difficile. Qu'est-ce qui était difficile? C'est de gérer l'effort pour pas faire exploser les autres à l'arrière. Ouais. Parce que quand tu es dans un vent de face, il y avait des bourrasques ces journées-là en plus. On roulait des gros coups de vent, après ça, il baissait, tournait. C'était bien difficile quand on tournait, mettons, à 90 degrés. Moi, au retour, là, où j'ai eu bien de la misère à maintenir, c'est que tu es collé sur quelqu'un. Là, tu es à 3 pouces en arrière de sa roue, tu es concentré là, puis là, tu tournes à 90 degrés, le vent change. C'est sûr que tu ne prends pas la ligne exactement pareil, puis là, ton 10 pieds que tu viens de perdre à cause de ça se transforme en 50 pieds. Puis là, tu forces. Là, tu dois travailler fort pour reprendre les roues. 4 fois plus pour revenir parce que... je te laisse parler après. Mais le défi du leader, c'est de s'assurer que ça n'arrive pas trop. Mettons en tournant, de ralentir puis de t'assurer que les gens te suivent. Quand il y a des grosses bourrasques devant, moi, c'est ça que j'avais trouvé dur. C'est plat tout le long. Quand il y a des côtes, c'est facile. C'est facile quand il y a des côtes. Quand il y a des plats, c'est dur. Mais de gérer son effort. Et là, donc, sur le plat, avec des grosses bourrasques, si je me laissais emporter, entre parenthèses, puis que je faisais monter le power meter... assez rapidement, je pouvais décoller les autres à l'arrière. Fait qu'il fallait toujours que je contrôle. Là, faut pas que j'en donne trop. Faut pas que j'en donne trop. Faut pas que j'en donne trop. Puis ça devient brûlant de faire ça. De toujours contrôler son effort, là, de ne pas se laisser emporter jamais. Parce que tu l'as expliqué comme il faut. Si tu perds la roue, tout de suite, tu vas ressentir beaucoup de résistance, toi. Là, tu vas forcer 2 fois plus pour me rattraper. Puis moi, mon idée avec ça, c'est que si je fais sauter les gens avec qui je roule, il va falloir que je les attendre encore plus longtemps. Ah ouais. Mais ton esprit de... Tu as fait de la compétition longtemps. Ton esprit de compétition, quand, mettons, il y a un endroit où j'ai eu de la misère, puis on s'est... Je sais plus pourquoi, mais on s'est fait écarter dans un bout, puis on était rendus juste les deux. Puis ça a pris un bon bout de temps avant qu'on rattrape, mettons, 3-4 autres personnes avec qui on se joint. Puis là, le prochain... point de ralliement, point de contrôle. Là, on a ramené, on a rattrapé pas mal plus de monde, puis on a fini la journée ensemble. Mais il y a je sais plus combien, mais mettons un 15 km au moins, là, où on était juste les deux. Toi, avais-tu envie de comme soit partir, soit me pousser dans le dos? Ou comment tu gères ça? Mais je gère ça vraiment que c'est pas une compétition. Mais si tu as fait de la compétition longtemps, je pense qu'il y en a qui sont pas capables
de dire ceci n'est pas une compétition. C'est comme ils vont aller crever. Ouais, mais ça, c'est la personnalité de chacun est différente. Il y en a qui sont compétiteurs, qu'ils vont jouer aux cartes avec leurs enfants puis ils veulent gagner. J'ai pas ce côté-là. Tu es capable de mettre ça en off? Vraiment. Oui. Ouais. Puis c'est sûr que oui, si on fait un effort, que c'est une compétition ou de quoi, des fois, je viens moins gentil, là. Mais sinon, puis le fait que tu ailles là, que je veux rouler avec toi. Ben ouais, mais tu sais, le fait que tu sais que tu sois si fort, as-tu envie à un moment donné un 5 minutes dans la journée, tu vas leur montrer? Tu sais, qu'est-ce que je dis aux gens de plus en plus, puis c'est plate, je m'en viens vieux, là, mais c'est ça la réalité, là. À chaque jour, je suis moins en forme qu'avant, OK? J'ai déjà été vraiment en shape, là. Puis avec les power meters dont tu parlais tantôt, Katia, qui en avait un sur son vélo, là, tu sais, je suis capable de comparer les chiffres que je faisais dans l'ancien temps avec ce que je fais aujourd'hui, puis c'est 25% moins. Ah, ceci dit, je t'ai pas compté ça. C'est dans ces zones-là, ça fait que c'est comme, man, je suis de moins en moins en forme, je suis pas vite. Je t'ai pas compté ça, mais l'autre fois, j'ai fait une sortie sur la route, puis je sais pas comment, mais mon GPS est connecté à Ride with GPS, puis au retour, il synchronise. Je sais pas pourquoi il synchronise. Il dit que t'as fait un record. Là, il me dit, hey, t'as fait ton meilleur record à telle montée sur telle rue. Tu es numéro 191e. Fait que là, je suis quand même fier. Fait que je me connecte. Fait que là, je vais voir. Premièrement, je ne savais même pas c'était où. Fait que je vais regarder c'est où. Puis c'est en arrière de chez nous. Puis j'ai vu que tu étais numéro 2. Il y avait Benoît Simard, mais tu n'étais pas numéro 1 pour cette montée-là. Fait que... Dans le temps que j'étais bon, ça n'existait pas, ces affaires-là. Numéro 2, alors tu vois. Et c'est pas une blague. Il n'y a que 189 places qui nous séparent. Hein? Voilà. Mais pourtant, nous sommes si proches, Jonathan. Cette journée-là, on a fini quand même avec un temps de 25 km/h qui, pour moi... Avec un gros 200 mètres de dénivelé quasiment sur 200 km. Une couple de 100 mètres, je pense, mais c'était effectivement le vent, c'est plus difficile que... ça nous a donné un 8h30 sans les pauses, mais comme le temps n'arrête jamais, on a fait ça en 9h45, notre temps officiel. Si jamais le Audax parisien nous écoute. Puis qu'ils veulent vérifier avec nous autres. Là. C'est ça. Mais ça m'a comme donné le goût des longues distances, mais pas nécessairement avec un peloton ou avec un groupe. On dirait qu'après ça, je me disais, je suis content d'avoir fait cette distance-là, mais je pense que j'aurais préféré la faire seul, quitte à la faire 3 heures plus lentement parce que personne me bloquait. Tu sais, moi, je te confirme que cette boucle-là, en 3 heures plus lent, tout seul, là, je me lance dans le canal. Non, avec des podcasts, pas, c'est trop plat. J'ai roulé longtemps, beaucoup d'heures. Oui, mais je suis capable de rouler longtemps, mais moins vite que ça serait vraiment terrible. Ah ben moi, je te confirme que avec un vélo pas de bagages, là. Aucun problème à rouler moins vite que ça. Des fois, tu veux que ça finisse. Moi, ça, c'est le genre de parcours que j'avais hâte. Hey, là, j'avoue que c'est pas une Switch compétition, c'est une Switch je m'ennuie, là. Si j'avais été seul, là, probablement que j'aurais fait OK, j'aurais penché la tête sur le côté un peu, puis j'aurais mis 2-3 gears de plus, puis là, j'aurais fermé les livres. Là. J'ai pas aimé ça, ce parcours-là. Non, mais là, je pense que c'était clair. Là. Ça fait 14 fois que tu dis que tu n'as pas aimé le parcours. Mais mettons, au-delà du parcours, toi, okay, mettons que c'est ailleurs, parce qu'ils en font 20 là, dans la saison. Là. Ils se promènent à travers le Québec. Là. Puis quand ils font des 800 km, les gens nous disaient, c'est vraiment une aventure. Là. Tu pars des jours, ou 2-3 jours de temps, puis tu pars explorer une région du Québec, puis tu reviens à la maison. Ouais, ça, j'ai un bémol, moi, pour ça, par exemple. Parce que tu penses que tu ne vois pas parce que tu n'arrêtes jamais? Ou... Exactement ça. Je crois que c'est pas mais je pense pas que c'est une belle façon de découvrir des places. Tu sais, j'ai participé à des événements comme ceux-là, le GBC 500, par exemple. OK? Tu roules 24 heures de temps, il y en a la moitié que j'ai pas vu. C'est les plus belles routes au Québec ou un type de terrain qui est extraordinaire. C'est en Estrie. C'est en Estrie, Magog, tu vas te promener sur le bord de la frontière aussi. Puis tout ce que c'est pas tout ce que je me rappelle, mais tu sais, je me souviens d'une édition. Le Lynn Bessette. Ouais, oui, entre autres. Salut Lynn. Mais que je me rappelle, c'est que pendant la nuit, on roule, tu es éclairé seulement par le faisceau de ta lumière, c'est ça que tu vois, puis ton collègue en avant. Puis là, ça fait 12 fois qu'on voit la pancarte Compton. Tu te promènes, tu fais les routes, puis sans le savoir, tu vires en rond, tu es tout le temps au même. C'est la nuit, tu peux pas profiter du paysage. Puis là, le jour...
Mais là, tu n'étais pas perdu. C'est juste Non, parce on que n'est tu pas as fait perdu. le tour du village. Le parcours, il te ramène, il te fait faire des boucles et tout ça, mais tu le vois pas, le parcours. Tu es dans le noir. C'est ça. Moi, personnellement, peut-être c'est moi, mais je suis ailleurs. Si je veux découvrir une région, je vais prendre le temps de le faire. Là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouvais que moi, il y a plein d'endroits où j'aurais aimé arrêter. Mais tu sais, moi, 200. Mais remarque, c'est parce qu'on roulait avec eux, on aurait pu l'arrêter, on aurait pu le faire. Là. Ouais. Oui, mais ce concept-là de brevet, t'arrêtes pas. Tu peux le faire seul. Tu as le droit d'arrêter jusqu'à ce que tu dépasses le temps. Ben oui. Mais tu le ferais pas. Tu vas avoir un bon temps. Puis tu peux le rouler seul là, avec tes podcasts, mais il y avait un gars là, qui s'appelle Nicolas qui m'avait raconté qu'il avait perdu le groupe une semaine ou deux avant. Mais il a fini 2 heures plus tard que s'il avait tenu le groupe. Fait que c'est ça aussi, là. Tu deviens seul particulièrement contre le vent. dans un parcours comme on a fait là. Oui, bon, que là, tu moi, n'aimais OK. pas, là, Non, j'ai même pas parlé de ça. C'est quoi? Hein? Non, mais OK. Moi, visiblement, j'étais plus fort que le groupe avec lequel on était. C'est pour ça que ça m'a permis de les aider, de tirer sans que ça... Oui. Mais, fait que j'aurais pas été moins vite seul, j'aurais été plus vite. Ben, moi, mais il y en a dans le groupe. Arrière, toi, si tu avais été seul, ça aurait été plus difficile. Tu étais plus exposé au vent. C'est sûr que la force du groupe là-dedans est importante. C'est que moi, cet effort-là psychologique de rester avec le groupe, il t'a coûté autant d'énergie que de pédaler à ta vitesse. Oui, c'est ça, parce que j'essaie de rester. Puis, donc, ce que je dis, c'est que pour moi, j'ai découvert que la longue distance, la très longue distance, c'est pas quelque chose que je déteste, pas quelque chose que je ferais à chaque fin de semaine parce que j'ai trouvé ça long en termes de temps que ça prend. Ouais. Mais je pense que je préférerais le faire seul que de tenir un groupe. Ben, quelques semaines après l'événement, moi, j'ai fait un chez moi, jusqu'à chez mon frère à Québec, qui était un 300 quelques kilomètres. Je l'ai fait seul, puis en une shot, parce que on peut. Ouais, t'as même pas fait étamper rien. J'ai rien fait étamper, juste pour le fun. Oui, j'ai écouté des podcasts là-dedans. Pour moi, c'est une méditation. Je me retrouve vraiment là-dedans. C'est pour ça que je fais du vélo, je pense, aussi. C'est vraiment une façon. Tu viens que tu tombes dans un état transcendantal, que tu vas penser à toutes sortes de choses. Tu règles les problèmes de la société à chaque coup de pédale. Il y a de quoi à se retrouver là-dedans. Donc, est-ce que tu participerais à un Paris-Brest-Paris? Tu sais, je ne l'avais jamais envisagé. Ça fait longtemps que j'en entends parler de ça. Puis, pour les raisons qu'on s'est dites, de manquer, si je roule la nuit, je vois pas, c'est un endroit que j'aurais voulu voir probablement. Ah ouais. Mais d'un autre côté, pour avoir lu après, pour avoir entendu Katia Pascal nous en parler, ça a l'air extraordinaire. C'est un événement. Oui, puis je pense que tu fais quand même partie d'une certaine communauté. Tu as toujours du monde autour de toi. Ben, de la façon qu'on nous en a parlé, ça a l'air extraordinaire. Fait que, tu sais, beaucoup t'es à cheval entre l'événement, mais tant qu'à être rendu là-bas, je veux pas manquer le paysage non plus, puis je suis pas obligé. C'est vrai. Encore là, je reviens à mon parcours, moi, personnel. J'en ai fait de la compétition. J'en ai participé à des événements. J'étais à des places dans le monde, Joe. J'ai fait des courses à plusieurs endroits dans le monde, en Espagne, au Chili, n'importe où. Que je me rappelle même pas de quoi ça avait l'air parce que je regardais la roue d'en avant du gars, puis je vissais ça, les yeux cross-side. J'ai plus le goût de faire ça. Je regrette pas, mais il y a des fois que je regrette d'avoir fait ça quand j'étais là-bas. Pourtant, j'étais là pour faire ça. Tu sais, donc c'est ça. Pour moi, j'ai passé cette époque-là de faire des compétitions puis de ne pas profiter de ce qu'il y a autour. Mais ça demeure une belle défaite, une belle raison pour voyager. Ouais. Ah oui, je me suis inscrit à cet événement-là, je vais y aller. Mais tu sais, tu peux y aller n'importe quand. On s'en va faire un tour en France à la fin de l'été, faire un peu de bikepacking puis de... T'sais, on n'est pas obligé de s'inscrire dans une course. On peut le faire. Fait que pour toi, le fait d'avoir 8000 personnes autour de toi qui font le même parcours, qui essaient de garder je pense qu'il y a des gens qui recherchent cet esprit dans de communauté-là. Puis... dans la douleur d'être entouré par d'autres mondes qui souffrent, qui vomissent à terre, puis qui rembarquent sur leur vélo. Là, les randonneurs, il y en a un qui nous avait parlé de ça. Hein? Il était parti comme... c'est trippant, on vomit ensemble, là, on se réconforte. Il nous avait raconté son expérience de l'année passée. Oh là là. Puis ses amis pensaient qu'il l'avait perdu. Là, il disait, as-tu vu, je ne me souviens plus c'était qui, mais as-tu vu Gaétan? Il l'ai vu vomir
il est correct. À 13 km du départ. Puis finalement, il a rembarqué, puis il a comme passé son empoisonnement, puis il l'a fini. Ben, moi, je les ai fait, mes blackouts en bicycle. Là, je veux dire, mais probablement que je le referais encore, j'aimerais ça, mais je sais pas. Mais Paris-Brest-Paris, ça sonne quelque chose quand même. C'est ça l'affaire. C'est un mythe. On est des cyclistes. C'est un événement mythique cycliste. Ton vélo, ton sur-mesure, ton golem, tu l'as appelé le rang d'honneur. Ben oui. Mais là... Ben oui, c'est pour parcourir les rangs. C'est un vélo pensé pour ce type d'aventure-là. Oui, effectivement. Pour ça. Lumière, dynamo, position. C'est vrai. Je m'inscris, Joe. Je m'inscris. Ah ouais, on fait nos brevets. Ben, moi je sais pas. Moi, je trouverais ça trop long, puis je pense que je serais. Je sais pas. On m'a dit là-bas, le club, il me disait vraiment que c'est à la portée de plus de gens qu'on pense, que c'est beaucoup plus psychologique que physique. J'ai tendance à le croire. Vraiment, c'est dans la tête. J'aimerais ça en refaire 1 ou 2 par été. Ouais. J'ai participé à des événements comme ça. On est allé faire en Pennsylvanie avec des amis. C'était une équipe de 5 qu'on était. Un peu la formule d'une flèche. Donc, tu es en équipe. Il y a un parcours, par exemple, qui était déterminé. Là, puis on faisait un 200 km. C'est quasiment un contre-la-montre en équipe. Cette ambiance-là, cet esprit-là d'être en équipe, ça, j'aime ça, par exemple. Ça, je reparticiperais à des choses comme ça. Mais j'ai un groupe d'amis dans la région d'Ottawa, justement, qui organisait des événements comme ceux-là. Puis, tu sais, c'était des événements maison super, c'était génial, sans avoir besoin nécessairement de la lourdeur, des fois, de s'inscrire à quelque chose, de payer encore et encore. Je sais pas, là, c'est peut-être... S'il y en a qui veulent l'essayer, avec le Club des randonneurs du Québec, tu n'es pas obligé d'être membre. Je pense que tu peux y aller 2 fois. On a le droit d'une invitation. Ben, tu peux y aller, tu peux t'inscrire sur leur site qui est randonneur avec un S québec.ca. Ils sont sur Facebook, Instagram aussi, Club Vélo Randonneur.qc. Et tu peux t'inscrire comme invité 2 fois dans la saison. Donc, savoir si un peu t'aimes ça. Puis, moi, j'ai pas vu les... il y en avait des invités. Les Gonzales en avant qui vont plus vite. Là, je les ai pas vus parce que j'ai vu cette journée-là. Il y a des gens qui l'ont fait en 6 heures quelques. Là, ils ont vraiment piné ça au fond. Oui, mais il y en avait pas mal en arrière. Il y en a une couple qui ont abandonné aussi. Mais j'ai beaucoup aimé la gang de rigolos avec lesquels on était. Là. C'était le fun. Là. Il y avait une belle ambiance. Quand on arrêtait dans les dépanneurs, tout ça, là, c'était une belle gang de clowns. J'ai bien aimé, si je peux terminer avec une phrase... De Marc, qui est sur le CA aussi. Marc, c'est le responsable des itinéraires. Puis au début, il nous avait parlé, puis il avait dit qu'on aurait un vent de côté. Ils l'ont mis de côté, puis ils l'ont sorti tout le temps. Puis rendu au dernier point de contrôle, à 150 km, il y a quelqu'un qui dit « Écoutons, Marc, là, on avait le vent sérieusement en face. » Il dit « Je pensais qu'on était pour avoir le vent de côté. » Il n'a pas dit. Puis le Marc, il dit « Eh bien, c'est côté face, je n'avais pas... » Elle n'avait pas spécifié de quel côté. Et c'était vrai. Je trouvais ça très drôle. Donc oui, des gens très, très sympathiques. Donc on recommande d'aller, ne serait-ce que l'essayer. Pour l'essayer. Pour voir si Puis quand ils vont en organiser un dans les Laurentides, on leur montre un vrai parcours avec des côtes. Dans les Laurentides, ils font le Nordais 1 ou 2 fois par année. Le Nordais, c'est tellement mainstream. Bon, t'es même pas obligé de marcher. Toi, t'es brevet de 400 km dans le bois à travers le parc de Mont-Tremblant, ça prend un autre sujet. Ça prend les souliers. Ben. Oui, Jonathan. On va clore ici ce chapitre. Mais nous prenons vos commentaires, vos questions, Ben. Vent de face, de côté ou de dos. Comment vous pouvez me rejoindre? Oui. Au @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Desrois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.